Le 14 mars 2024, le Burkina Faso fit trembler les géants du numérique. En moins de 48 heures, Ibrahim Traoré fit saisir puis brûler 287 antennes Starlink, transformant un acte administratif en déclaration d'indépendance. Comment un pays enclavé, privé d'océan, osa-t-il défier l'empire spatial d'Elon Musk? Et que signifie, pour l'Afrique, ce refus de laisser le ciel décider de la souveraineté terrestre? Dans la chaleur rouge de Ouagadougou, une antenne en feu devint symbole. La résistance technologique peut naître d'un simple décret. L'interdiction de Starlink n'était pas qu'une mesure de sécurité, c'était un pari sur la dignité. En assumant cette rupture, Ibrahim Traoré promettait une chose simple, qu'aucune technologie ne vaudra la perte de souveraineté. Le bénéfice annoncé tenait en 10 mots, reprendre le contrôle de nos données, donc de notre destin. Mais à ce moment-là, nul ne savait jusqu'où ce combat mènerait le Burkina Faso. Le risque était immense. Perte de connexion vitale, isolement économique, colère diplomatique. Pourtant, dans les rues de Ouagadougou, beaucoup y virent une renaissance. Le capitaine n'avait pas seulement interdit un service, il avait réouvert une question que tout le monde évitait. À qui appartient le ciel numérique? Et derrière cette décision, une promesse implicite naissait, celle d'un modèle africain capable de dire non aux puissances d'une Guinée-Bissau du Nord, c'est sans renoncer à l'innovation. Une promesse de souveraineté numérique, fragile mais contagieuse. Tout s'accéléra entre le 12 février et le 14 mars 2024. Les rapports les rapports militaires, révélèrent des transmissions anormales autour de 23 zones sensibles, et la découverte de 287 terminaux Starlink fit l'effet d'une déflagration politique. Un chiffre plus discret choqua autant. 3,2 millions de dollars transférés vers des comptes liés à 14 fonctionnaires accusés d'avoir facilité l'implantation du réseau. Ces trois nombres suffisaient à transformer un soupçon en certitude. Le pays était espionné à travers ses propres connexions. Les ingénieurs burkinabés découvrirent que les antennes continuaient d'émettre même éteintes, reliant directement leur flux à des serveurs américains. Autrement dit, la nuit, quand tout semblait dormir, le réseau restait éveillé. Ibrahim Traoré, ancien officier du renseignement, comprit immédiatement que le danger n'était plus virtuel. Un ennemi qui écoute sans être vu est déjà entré, dit-il. Cette phrase devint la matrice du décret de mars. Derrière ce basculement se dessinait une guerre nouvelle, invisible, dématérialisée. Le ciel n'était plus neutre, il devenait un champ de bataille électromagnétique. Les terminaux installés sous couvert humanitaire n'étaient plus perçus comme des outils de progrès, mais comme des capteurs ennemis. Ce fut la mini-révélation du dossier. La guerre moderne n'a plus besoin de chars, il lui suffit d'antennes et de données. Le Conseil de sécurité donna alors carte blanche au capitaine Traoré. En moins de 72 heures, les antennes furent saisies, cataloguées, puis détruites publiquement, un rituel de purification numérique. Dans les flammes, la souveraineté prit forme visuelle. Pour la première fois depuis Sankara, un acte burkinabé captivait le continent entier. Les puissances occidentales parlèrent de régression technologique. À Ouagadougou, on parlait de fierté retrouvée. Ibrahim Traoré venait d'allumer une flamme que ni la censure ni les satellites ne pouvaient éteindre. Sous le soleil de midi, les caméras captèrent une scène devenue emblématique. Un jeune technicien, en uniforme kaki et casque sur la tête, démontait méthodiquement une antenne Starlink. Son visage était calme, presque paisible. « Nous reprenons ce qui nous appartenait », dit-il simplement avant que la caméra ne s'attarde sur les restes fondus de la parabole. Cet homme anonyme devint, sans le vouloir, le symbole d'une génération qui défendait sa souveraineté numérique avec la même ardeur que son territoire. Dans les rues, les réactions furent contrastées. Certains Burkinabés voyaient en Ibrahim Traoré un défenseur inflexible. D'autres redoutaient la coupure brutale des connexions. Mais dans les casernes, l'ordre résonna autrement. Les officiers formés à la détection des menaces invisibles comprirent que la bataille du XXIe siècle ne se livrerait plus dans le sable, mais dans les fréquences. Les antennes devinrent alors des avant-postes ennemis et les ingénieurs des soldats. Les premiers effets de la décision furent immédiats.
Les ONG suspendirent leurs opérations, les écoles perdirent leurs canaux de communication, les entreprises durent improviser. Mais dans ce chaos apparent, un fil d'énergie circulait, la conscience d'un acte fondateur. Ce geste n'était pas une fermeture, c'était un réveil. Le Burkina Faso découvrait qu'il pouvait survivre sans permission. Et à travers les visages comme celui du technicien, la nation entrevoyait une idée nouvelle, que la résistance ne s'écrit plus avec des armes, mais avec des câbles qu'on débranche. Tout commença dans le silence d'une salle d'analyse du ministère de la Défense, un soir de février. Les ingénieurs, penchés sur leurs écrans, détectèrent un signal étrange. Des antennes Starlink continuaient d'émettre, même débranchées. Ce n'était pas un bug, c'était un protocole caché, une oreille qui n'avait fait les aïe, qui n'avait jamais cessé d'écouter. Ibrahim Traoré, informé de la découverte, resta muet un long moment avant de prononcer une phrase devenue légendaire. Un ennemi qui écoute sans être vu est déjà entré. L'ordre tomba dans la nuit, sécuriser, confisquer, comprendre. Tout commença alors comme un déclenchement silencieux. Le 12 février, un rapport secret révéla que 23 zones militaires étaient touchées. Les signaux cryptés provenaient de terminaux installés près de dépôts de carburant et de bases frontalières. La ligne rouge venait d'être franchie. Le capitaine convoqua une cellule de crise. Les unités spéciales furent mobilisées dans tout le pays. Chaque terminal devint une cible, chaque antenne un point de vulnérabilité. Puis vint le point culminant de la crise. À l'aube du 14 mars 2024, le décret TH17 entra en vigueur. Starlink était reclassé, non plus opérateur technologique, mais entité hostile. En 48 heures, 287 antennes furent confisquées, photographiées, puis détruites publiquement sous supervision militaire. Les flammes montèrent dans les bases régionales, éclairant les visages des soldats comme une cérémonie de purification. La télévision nationale transmit en direct l'image d'un feu blanc consumant les symboles du ciel étranger. Dans les cafés de Ouagadougou, on resta silencieux devant l'écran. Ce n'était plus un simple décret, c'était une déclaration d'indépendance. Les répercussions se firent sentir immédiatement. Les réactions internationales furent immédiates. À Washington, on parla de dérive autoritaire. À Paris, de régression technologique. Mais à Ouagadougou, on parlait d'un retour à la maîtrise. Les jeunes techniciens du ministère commencèrent à étudier la création d'un réseau satellite national. Une idée folle? Peut-être. Mais pour Ibrahim Traoré, chaque seconde de connexion illégale était une brèche dans la souveraineté. Pas de technologie sans indépendance, répéta-t-il lors d'une allocution solennelle. Alors que les ONG dénonçaient la coupure d'Internet, d'autres voyaient naître un moment historique, celui où un petit pays africain osait dire non aux géants du Nord. Les antennes brûlées devinrent des totems, les cendres un manifeste. Dans les universités, les étudiants débattirent de la cyberindépendance. Dans les casernes, on apprit à lire le spectre électromagnétique comme on lisait autrefois les cartes du front. Et dans les rues, un mot circulait de bouche en bouche, dignité. Le Burkina Faso venait d'écrire une page que ni Washington ni la Silicon Valley n'avaient prévue, celle d'une insurrection technologique portée par la volonté d'un peuple. Quelques jours après la destruction des antennes, le gouvernement publia un rapport technique de 42 pages, rédigé par la cellule de cybersécurité militaire. C'était un document froid, précis, presque clinique, mais il portait en lui la justification d'un acte qui avait secoué la planète numérique. 3 chiffres s'en détachaient, 3 balises qui redessinaient la frontière entre connectivité et ingérence. Premier chiffre, 287 terminaux. C'est le nombre exact d'antennes Starlink saisies et détruites entre le 14 et le 16 mars 2024. Chacune fut géolocalisée, photographiée et rattachée à une entité. ONG, entreprise privée, mission diplomatique. Plus de 70% se trouvaient à moins de 500 mètres d'un site stratégique. Cette densité, déclara un officier, n'avait rien du hasard. Elle dessinait la cartographie invisible du pouvoir.
Le rapport soulignait que la disposition de ces appareils épousait la topographie militaire du pays, un maillage quasi parfait de ses centres nerveux. En d'autres termes, Starlink voyait ce que seuls les satellites d'espionnage devaient voir. Deuxième chiffre, 23 zones by les militaires exposées. Les transmissions détectées dans ces secteurs affichaient un volume de données 3,4 fois supérieur à celui d'un usage civil normal. Les ingénieurs y virent la signature d'un protocole de balayage électronique. Chaque terminal fonctionnait comme un capteur discret, enregistrant les émissions radio environnantes avant de les relayer vers des serveurs américains. Un flux contournant les passerelles nationales, un acte que le code burkinabé assimile à une ingérence étrangère. Un colonel commenta sobrement. Les antennes ne communiquaient pas, elles observaient. Troisième chiffre, 3,2 millions de dollars. C'est la somme identifiée dans des transferts cryptographiques à destination de 14 fonctionnaires. Les paiements étaient présentés comme des consultations ou des bourses d'études. Mais la traçabilité montra des connexions directes avec des fondations enregistrées au Delaware, au Luxembourg et en Suisse. L'argent provenait de programmes de coopération technologique financés par des agences occidentales. L'enquête conclut qu'il s'agissait d'un réseau d'influence facilitant l'implantation illégale des terminaux. À la présentation de ces données, la salle resta figée. Pour la première fois, un État africain démontrait, preuves à l'appui, qu'il pouvait auditer le ciel aussi bien que son territoire. « Nous avons mis des chiffres sur l'invisible », déclara le colonel Serré, chef de la cellule d'investigation. Cette phrase fit le tour du continent. Les partisans du capitaine Traoré y virent une victoire méthodique, rationnelle, irréfutable. Les critiques, eux, dénoncèrent une manipulation politique, mais une réalité s'imposait. Le Burkina Faso venait d'introduire la notion de transparence souveraine, un concept nouveau dans la guerre des données. Dans ce pays que l'on disait fragile, les nombres étaient devenus des armes. Et Ibrahim Traoré, qui en connaissait la force, venait d'en faire sa meilleure défense. À peine le décret publié, les réactions du camp adverse fusèrent. À Washington, les analystes plaidèrent que Starlink n'était qu'un outil civil destiné à connecter les écoles rurales et les hôpitaux isolés. À Paris, on insista sur l'aspect humanitaire du réseau, garant de l'accès à la connaissance et au progrès. Plusieurs universitaires africains, inquiets, redoutèrent un repli technologique et une censure déguisée sous le drapeau de la souveraineté. Les chiffres de la coupure étaient eux aussi inquiétants. Plus de 12% de ralentissement dans le secteur technologique au premier trimestre 2024. L'argument des opposants était limpide. Sans connexion mondiale, pas d'avenir numérique. Mais le gouvernement burkinabé répondit avec une rigueur inhabituelle. Plutôt que des slogans, il opposa des faits. 45% des terminaux actifs n'étaient pas enregistrés auprès de l'Autorité nationale des télécommunications. Les flux de données sortants n'étaient pas chiffrés localement, violant ainsi les protocoles de sécurité nationale. Et surtout, aucune école publique n'avait bénéficié officiellement d'un terminal Starlink, contrairement aux déclarations des promoteurs du projet. Ibrahim Traoré prit alors la parole à la télévision nationale. Sa voix calme mais ferme coupa court au débat. « Nous ne combattons pas la science, nous combattons l'intrusion ». Il rappela que l'accès à Internet était un droit, mais que la surveillance n'en était pas un. « Protéger nos données, c'est protéger nos enfants », ajouta-t-il, déclenchant une ovation spontanée. Le gouvernement s'appuya aussi sur un argument de défense militaire. La sécurité des fréquences est une extension du territoire. Autrement dit, une violation du spectre équivaut à une incursion. Cette logique, d'abord perçue comme radicale, fut bientôt reprise par plusieurs pays du Sahel. Les opposants avaient raison sur un point, le pays risquait l'isolement. Mais ils se trompaient sur un autre. L'isolement peut aussi être une phase de reconstruction. Et sous Ibrahim Traoré, le Burkina Faso choisit d'apprendre à marcher sans béquilles étrangères. Le réseau n'était jamais vraiment éteint. Cette phrase, prononcée un soir de mars par un ingénieur militaire, changea tout. Les analyses spectrales révélèrent que plusieurs terminaux Starlink continuaient d'émettre un signal faible, constant vers l'orbite basse, même débranché, même scellé. Autrement dit, la connexion survivait à la coupure. Pour Ibrahim Traoré,
Cette découverte fut la preuve ultime. Le contrôle d'un pays pouvait s'effacer sans bruit par simple persistance d'ondes. Le lendemain, il signa l'ordre final de destruction. Les antennes blanches devinrent décandescentes vers des carcasses noircies. Mais à travers leur disparition, le pays comprit la leçon. La guerre moderne se cache dans les silences électromagnétiques. Le champ de bataille du XXIe siècle n'a plus de frontières visibles. Il vibre dans l'invisible. Dans le calme revenu après les flammes, une idée germa. Si la technologie peut asservir, elle peut aussi libérer, à condition qu'elle soit maîtrisée. Et c'est là, au cœur de cette révélation, qu'Ibrahim Traoré décida de transformer la résistance en stratégie nationale. Les semaines qui suivirent la destruction des antennes virent naître une transformation profonde, mesurable, dans chaque secteur du pays. Le décret n'avait pas seulement coupé un réseau, il avait réécrit les priorités nationales. Sur le plan étatique, la première conséquence fut la réorganisation totale des télécommunications. Un programme d'urgence fut lancé, renforcer les fournisseurs locaux, consolider l'infrastructure filaire et préparer le lancement d'un satellite national à usage mixte, militaire et civil. Le projet reçut le nom symbolique de Soleil numérique. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, des ingénieurs maliens et nigériens furent associés à la formation d'équipes burkinabées. L'objectif n'était plus seulement de se connecter, mais de maîtriser chaque bit transmis. Le coût était lourd, mais la fierté collective plus grande encore. Sur le plan économique, le choc initial fut sévère. Plusieurs ONG et entreprises étrangères suspendirent leurs opérations, provoquant une baisse d'environ 12% du chiffre d'affaires technologique au premier trimestre 2024. Mais un phénomène inattendu apparut. Des start-up locales, contraintes à l'inventivité, créèrent notamment des solutions hybrides de connectivité chiffrée adaptées aux réalités sahéliennes. En d'autres termes, la coupure devint un incubateur paradoxal, moins d'accès, mais plus de création. Du côté social, la population affronta un silence numérique brutal. Les étudiants perdirent leurs ressources en ligne, les commerçants durent récemment réapprendre à fonctionner sans plateforme internationale. Mais cette privation se mua peu à peu en prise de conscience. Dans les cafés, sur les marchés, un mot autrefois réservé aux diplomates entra dans le langage courant, souveraineté. Les débats sur les réseaux de données devinrent des conversations populaires, preuve que la décision d'Ibrahim Traoré avait dépassé le cadre militaire pour toucher la société entière. À l'échelle régionale, la secousse fut tout aussi forte. Le Mali, le Niger et le Tchad annoncèrent des audits similaires visant les opérateurs satellitaires étrangers. Une doctrine commune prit forme dans les réunions de l'Alliance des États du Sahel. Aucune technologie étrangère ne doit fonctionner sans supervision militaire. Les chancelleries européennes s'en inquiétèrent. À Bamako et Niamey, on y vit au contraire une renaissance stratégique. Certains l'appelèrent déjà la doctrine Traoré. Ainsi, en brûlant 287 antennes, le Burkina Faso avait provoqué bien plus qu'une polémique, une onde de choc continental. Le ciel africain, longtemps traversé sans permission, commençait à se refermer sur ses propres règles. Et pour la première fois, la question ne venait plus du Nord, mais du Sahel. 6 mois après l'interdiction de Starlink, 3 trajectoires se dessinaient pour le Burkina Faso. 3 futurs possibles oscillant entre isolement et renaissance. Scénario de base, la consolidation. Le pays maintient l'interdiction, renforce ses réseaux internes et mise sur une coopération régionale avec le Mali et le Niger. Les communications demeurent lentes mais stables, tandis que l'économie numérique se réoriente vers des solutions locales. Les citoyens, d'abord frustrés, s'habituent à cette discipline imposée par Ibrahim Traoré, comprenant peu à peu que la lenteur peut être le prix de la liberté. Les infrastructures se solidifient et la souveraineté devient un réflexe collectif. Scénario optimiste, la renaissance souveraine. Les startups sahéliennes, soutenues par des investisseurs du Sud global, parviennent à créer une constellation satellitaire régionale. Une alliance technologique africaine émerge, basée sur le chiffrement et la transparence des flux.
Le Burkina Faso devient alors non plus un symbole de résistance, mais un pionnier d'innovation. Son modèle attire des regards nouveaux. Des pays d'Amérique latine et d'Asie y voient un laboratoire d'émancipation numérique. Dans ce scénario, la phrase de Traoré « Pas de technologie sans indépendance » deviendrait doctrine mondiale. Scénario du pire, la réintégration sous conditions. Sous la pression économique et diplomatique, certaines factions politiques réclament la levée du bannissement. Des lobbyistes occidentaux promettent des prêts, des aides et un retour progressif de Starlink sous licence conjointe. Mais céder une fois, c'est rouvrir la porte à toutes les ingérences. Ibrahim Traoré le sait. Renoncer à la souveraineté, c'est renoncer à la dignité nationale. Ce scénario conduirait à une dépendance rétablie, effaçant des mois d'efforts et d'éducation collective. Entre ces trois chemins, le Burkina Faso avance sur une ligne de crête, entre autonomie et isolement, modernité et mémoire. Et pour ses dirigeants, une seule certitude prévaut. La vraie question n'est plus de savoir si le pays peut vivre sans Starlink, mais s'il peut vivre sans se perdre. Derrière les chiffres et les décrets, il y eut surtout des visages. Celui de Mariam, enseignante à Koudougou, qui vit sa classe plongée dans le silence numérique après la coupure. Pendant des semaines, elle imprima ses cours à la main, convaincue que ses élèves devaient comprendre ce que signifiait apprendre sans dépendre d'un satellite étranger. Ce n'est pas la vitesse qui fait la connaissance, disait-elle à ses élèves, avant de lever la tête vers un ciel redevenu muet. Dans sa petite école, la souveraineté prit un visage féminin, patient et courageux. À Waïgouya, un jeune développeur, Salif, transforma son cybercafé déserté en atelier de conception. Avec du matériel récupéré et une connexion terrestre lente, il créa une plateforme locale reliant les écoles de la région. Quand un journaliste lui demanda pourquoi, il répondit simplement « Si on nous coupe d'en haut, on recrée d'en bas ». Son projet attira l'attention du ministère de la Jeunesse, qui y vit la première graine d'un écosystème numérique endogène. Dans ses gestes modestes, le sens de la décision d'Ibrahim Traoré se révélait. Privés de facilité, les Burkinabés redécouvraient la créativité par nécessité. Loin de l'utopie technologique, ils donnaient à la souveraineté un visage humain, quotidien. Dans les marchés, les cafés, les familles, une phrase revenait souvent. « On nous voit moins, mais on se tient debout ». Ce n'était plus un slogan patriotique, mais une manière d'exister autrement. La résistance s'était transformée en apprentissage collectif, un acte de dignité silencieuse. Et c'est peut-être là que se cache la plus belle victoire d'Ibrahim Traoré, avoir fait de la coupure un miroir, où un peuple apprit à se regarder libre. Pour transformer la résistance en stratégie durable, Ibrahim Traoré fit adopter une feuille de route articulée autour de 5 axes précis. Chaque axe traduisait la volonté d'ancrer la souveraineté non pas dans le discours, mais dans l'ingénierie quotidienne. Premièrement, sécuriser l'espace numérique. Un système de surveillance spectrale fut déployé sur tout le territoire afin de détecter toute fréquence étrangère non autorisée. Les signaux correspondant à Starlink furent officiellement classés menaces militaires. Deuxièmement, construire une infrastructure nationale. Sous le programme Soleil numérique, le gouvernement lança le développement d'un satellite burkinabé à usage mixte. Des ingénieurs locaux furent formés avec l'appui du Mali et du Niger, renforçant une souveraineté technologique régionale. Troisièmement, encourager la recherche locale. Les universités reçurent des fonds pour créer des laboratoires de cybersécurité et de cryptographie souveraine. Chaque projet devait proposer une solution libérée des dépendances vis-à-vis des géants étrangers. Quatrièmement, coopérer régionalement. Une alliance technologique du Sahel fut officialisée, établissant une charte commune de régulation satellitaire. Le principe était simple, si une technologie est bannie dans un pays, elle l'est dans les trois. Cinquièmement, rééduquer à la souveraineté numérique. Des campagnes publiques furent diffusées dans les écoles et les médias. Le message, répété par Ibrahim Traoré lui-même, tenait en une phrase « La sécurité ne commence pas dans les bureaux, mais dans les usages ». Ainsi, la guerre silencieuse contre les satellites étrangers devint un programme de reconstruction intellectuelle. Le Burkina Faso ne voulait plus seulement éteindre Starlink, il voulait rallumer sa propre lumière.
Quelques mois après les flammes, la poussière retomba sur les cours des bases militaires. Au centre de l'une d'elles, une antenne fondue fut conservée, non pas comme trophée, mais comme rappel. Les enfants des soldats grimpaient en dessus sans savoir qu'ils jouaient sur les restes d'une bataille invisible. Le métal noirci devint un monument accidentel, symbole d'une victoire centenaire. Un jour, Ibrahim Traoré visita ce lieu silencieux. Il posa sa main sur la carcasse, le regard perdu vers l'horizon rouge du Sahel. Ces mots, simples, résumèrent toute la philosophie d'un pays. Nous avons brûlé du fer, pas notre dignité. Autour de lui, le vent soulevait la poussière, cette même poussière qui, depuis Sankara, porte la mémoire des insoumis. Dans ce souffle, il savait que le combat ne faisait que commencer, celui de rester libre dans un monde qui veut tout relier. Mais le capitaine avait prouvé une chose essentielle, qu'un petit pays pouvait encore dire non, et que ce non pouvait faire trembler le ciel. Aujourd'hui, le monde entier observe le Burkina Faso avec un mélange d'incompréhension et de respect. Certains y voient un isolement volontaire, d'autres la première étincelle d'une Afrique qui se redresse. Dans les rues de Ouagadougou, on ne parle plus seulement d'Internet, mais de liberté, de choix, d'héritage. Le débat lancé par Ibrahim Traoré dépasse désormais les frontières. Il questionne la place de chaque nation face aux empires numériques. Faut-il céder au confort globalisé ou construire patiemment une indépendance fragile? Faut-il accepter d'être observé pour être connecté? À ces questions, le Burkina Faso a répondu par un geste simple, la résistance. Et si demain cette résistance devenait contagieuse? Si d'autres peuples décidaient à leur tour que la technologie doit servir les nations, non les soumettre, le ciel africain s'est embrasé une fois. Reste à savoir qui aura le courage d'allumer la prochaine flamme.